Cinématique, système de coordonnées et base. La cinématique est l'étude descriptive des mouvements. La mécanique classique ou newtonienne n'est valable que pour des vitesses très inférieures à celles de la lumière. Les systèmes matériels sont très supérieurs à la taille d'un atome. Sinon, on utilise la mécanique quantique. Pour étudier le mouvement d'un point, il faut définir un référentiel solide par rapport auquel on étudie le mouvement. On lui associe un repère spatial, système d'axes orthogonaux, avec une origine et unité de mesure spatiale, et un repère temporel, origine temporelle, unité de mesure temporelle. L'unité de mesure spatiale légale est le mètre, l'unité de mesure temporelle légale est la seconde. Commençons par le premier type de repère, un repère cartésien orthonormé R. Il est constitué de trois axes, OX, OY, OZ, orthogonaux, que nous voyons sur cette figure, et d'une origine O. Il est noté R, O, X, Y, Z. La base cartésienne est constituée de trois vecteurs unitaires orthonormés, c'est-à-dire orthogonaux, et dont la norme vaut 1. Ils sont notés UX, UY, UZ, et ils sont dirigés respectivement suivant les axes OX, OY, OZ. La norme de ces vecteurs est égale à 1. Elle est sans unité. Le vecteur position OM, représenté sur cette figure, donne en chaque instant la position du point M. L'ensemble des positions successives du point M est appelé la trajectoire, on le rappelle. Dans la base cartésienne, le vecteur position est donc OM, vecteur OM égale U fois U de X, plus Y fois U de Y, plus Z fois U de Z. X, Y et Z sont les coordonnées cartésiennes du point M. Un premier exercice, je vous laisse lire les données, les écrire sur un papier et effectuer la première question. Représentons dans un premier temps le vecteur position OM1 à l'instant T1 égale 1 seconde. Eh bien, X à l'instant T1, que vaut-il? Tout simplement, je remplace T1 par 1 seconde, donc ça fait 3 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 5. 5 quoi? 5 mètres. L'unité légale de position ou de distance, c'est le mètre. Y à l'instant T1 vaut quoi? Eh bien, tout simplement, moins T carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, ce qui nous fait moins 1. Et Z à l'instant T1, comme à n'importe quel instant T, vaut 3. Donc si j'avais à représenter ce vecteur OM1, eh bien X serait à 1, 2, 3, 4, 5. Y vaudrait moins 1 ici. Et Z vaudrait 3. Donc 1, 2, 3. Voici la position du point M1. Le vecteur OM1 serait ici. Même chose maintenant pour le vecteur position OM2. À l'instant T2 égale 2 secondes. Eh bien, X à l'instant T2 est égal à 3 fois 2, 6 plus 2, 8. Y à l'instant T2 est égal à moins T carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, ce qui fait moins 4. Et Z à l'instant T2 vaut toujours 3. Où est-ce que serait le point à l'instant T2? Eh bien, 5, 6, 7, 8 pour la valeur de X, moins 4 pour la valeur de Y, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et puis toujours 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà pour la position du point M à l'instant T2. Je relie M1 à M2 et j'ai une portion de quoi? Une portion de trajectoire de cette mouche qui se déplacerait dans ce repère cartésien. Exprimons maintenant le vecteur position M1. Eh bien, c'est 5 fois le vecteur UX plus moins 1, donc moins 1 fois U de Y plus 3 fois U de Z. Pour le vecteur
OM2, vecteur position OM2, c'est égal à 8 fois U de X plus moins 4 fois, alors moins 4 fois U de Y plus 3 fois U de Z. Voilà pour les deux vecteurs position aux deux instants différents, T1 et T2. Passez maintenant à la seconde question dans laquelle il faudra ici calculer les coordonnées du vecteur variation de position des deux OM qui nous servira plus tard lorsque nous aborderons les notions de vitesse et d'accélération. J'ai réécrit les deux vecteurs position de la mouche à l'instant T1 et T2 que je peux écrire de cette forme-là, sous cette forme-là ou sous cette forme-là avec les trois coordonnées de chaque point M. Et maintenant, on vous demande quelle est la variation du vecteur position OM. Petite variation, on note ça avec un petit d. Grande variation avec un delta. Petite variation, donc c'est ce qu'il y a à l'état final, c'est-à-dire OM2 moins la position initiale OM1. OM2 moins OM1. Que vaut OM2 moins OM1? Eh bien, OM2 moins OM1, c'est égal à quoi? C'est égal à OM2, vecteur OM2, plus vecteur M1O. Vous savez que le vecteur moins OM1 est égal au vecteur M1O. D'après la relation de Schall, que nous donne cette petite variation de position, de vecteur position, eh bien c'est égal à M1O plus OM2, ce qui nous fait quoi? Eh bien M1, M2. Le vecteur M1, M2, que vaut-il? Ce sera le vecteur qui sera représenté ici. Vecteur variation de position entre l'instant T1 et l'instant T2. Et M2 c'est égal à quoi? Eh bien x2 moins x1 fois le vecteur ux plus y2 moins y1 fois le vecteur u de y plus z2 moins z1 fois le vecteur uz, vecteur unitaire. On remplace par les valeurs numériques. Vecteur M1, M2 est égal à donc quoi? x2 moins x1, c'est-à-dire 8 moins 5, 3 fois u de x, plus y2 moins y1, moins 4, moins 1, ça fait plus 1, ça fait moins 3, donc moins 3 fois u de y. Et puis, Z2 moins Z1, 3 moins 3, ben ça fait 0 fois U de Z. Que représente M1, M2? Eh bien, une petite variation de position sur l'axe des X, qu'on aurait pu noter dx fois U de X, plus une petite variation de position sur l'axe des Y, plus dy fois U de Y, plus une petite variation dans ce cas-là nulle sur l'axe des Z, de position sur l'axe des Z, c'est-à-dire dz fois U de Z. Voici que vaut le vecteur variation de position d'un point M dans le repère cartésien dx fois U de X plus dy fois U de Y plus d de Z fois U de Z en généralisant sur les trois axes. Soit à un point M en mouvement dont les coordonnées cartésiennes sont à chaque instant les suivantes. Quelles sont les unités des termes utilisés dans cette première question, donc dans les équations horaires x de t, y de t, z de t? Termes, par exemple, vous avez le 3 et le 2, à vous de trouver les unités. X de t, y de t, z de t sont des équations horaires. Pourquoi équations? Parce qu'il y a un signe égal. Et horaire, pourquoi? Parce que x dépend du temps. X est forcément en mètres, c'est une position. Donc, le 3 qui est devant le t est forcément en quoi? En mètres fois seconde moins 1, multiplié par les secondes, pour avoir un nouveau des mètres. Autrement dit, 3, ça correspond à une vitesse. Quelle vitesse? La vitesse
sur l'axe des x évidemment. Plus 2, ben quoi? 2 c'est quoi? C'est en mètres également. À quoi ça correspond? Eh bien c'est la position de x à t égale 0. X égale 2 mètres. Y de t maintenant. Moins 1 fois t carré. Y de t est en mètres. T carré est en secondes au carré. Donc ce terme moins 1 fois t carré, en quelle unité est-il? Eh bien forcément en mètres secondes moins 2. Parce que mètres secondes moins 2 fois des secondes au carré, ça fait bien des mètres. Il s'agit d'une accélération. Accélération sur quel axe? Sur l'axe des y. C'est AY. Hein. On pourrait écrire d'ailleurs AY égale moins 2. Moins 2 mètres secondes moins 2. Ce qui signifie qu'en une seconde, la vitesse varie de 2 mètres par seconde. Et le dernier terme, eh bien, z de t, z est en mètres, donc 3, eh bien, c'est quoi? C'est forcément des mètres. Quel que soit t, eh bien, le point M aura toujours comme valeur de z 3. C'est-à-dire qu'il sera toujours sur quel plan? Ben, sur un plan qui correspond à quoi? À une valeur de z qui est égale à 3. Allez, je vais tousser. Deuxième question. Calculer la norme du vecteur OM1 à l'instant T1 égale 5 secondes. Autrement dit, quelle est la distance séparant le point origine O du point où se trouve l'objet à l'instant T1 égale 5 secondes. Bien, dans cet exercice, on va déterminer quelle est la longueur du segment OM1, ou, ce qui revient même, quelle est la norme du vecteur OM1. Pour avoir la norme du vecteur OM1, vous connaissez sa définition, mais savez-vous d'où elle vient? Norme de OM1 égale x1 carré plus y1 carré plus z1 carré, x, y, z étant les coordonnées cartésiennes du point M1. D'où ça sort ça? Eh bien, OM1, voici le segment, ou voici le vecteur OM1. Donc la norme de ce vecteur, autrement dit la longueur du segment OM1, vaut quoi? Eh bien, ça sort du théorème de Pythagore, cette histoire. Regardez bien. Le théorème de Pythagore nous dit quoi? Regardez ce triangle rectangle ici. La norme de OM1, que je peux écrire aussi comme ceci sans la flèche, attention, est égale à ce segment au carré, donc OM1 au carré, OM1 au carré, égale R au carré, plus cette distance au carré, qui est égale à quoi? Eh bien, qui est égale à la coordonnée Z1 du point M1, plus Z1 carré. Or, que vaut R1? Eh bien, R1, il est égal à quoi? Regardons maintenant ce triangle rectangle ici. Il vaut cette distance qui est la coordonnée sur l'axe des Y qu'on appelle Y1. Donc R au carré égale quoi? Eh bien, cette distance au carré qui est égale à x1 carré plus cette distance au carré qui vaut x1 carré. Autrement dit, que vaut OM1 carré d'après le théorème de Pythagore? Eh bien, x1 carré plus y1 carré plus z1 carré. Ce qui revient à norme de OM1 égale racine carrée de x1 carré plus y1 carré plus z1 carré. Maintenant, il faut trouver x1, y1 et z1. Ce sont les équations horaires qui vont me permettre de déterminer ceci. Que vaut le vecteur OM1? Ces trois coordonnées, c'est x1 égale 3 fois quoi? T valant 5, 3 fois 5, 15, plus 2, 17. 17 quoi? 17 mètres, évidemment, puisque c'est une distance. Et l'unité légale est le mètre. Y1 est égal à moins t carré, c'est-à-dire moins 5 au carré, c'est-à-dire moins 25 mètres. Et Z1, eh bien ça vaut tout simplement 3 mètres. Autrement dit, que vaut la norme ou la longueur du segment OM1? Racine carrée de x1 carré, x1 au carré, ça fait 17 au carré. Plus y1 au carré, c'est-à-dire moins 25 au carré. Plus z1 carré, 3 au carré.
À vos machines, on fait toujours 2 fois le calcul pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Eh bien, ça nous fait 3 fois 10 puissance 1 mètre. Je ne mets qu'un seul chiffre significatif, car cette donnée n'en contient qu'un seul. Le résultat contient autant de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins. Voilà. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire y égale f de x, connaissant les équations horaires des coordonnées du point M, x de t, y de t et z de t. Tracer l'allure de la trajectoire. Les coordonnées du vecteur position OM varient au cours du temps. On appelle ça des équations horaires. Équation parce qu'il y a un signe égal, horaire parce qu'il y a des notions de temps, tout simplement. Puisqu'on veut faire apparaître uniquement l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est la relation qui lie y, x, et puis z. Bon, z c'est simple, z égale 0. Donc, quel que soit t, eh bien, la trajectoire de ce point M va être inscrite dans le plan x, o, y. Alors, comment faire apparaître y en fonction de x? Tout simplement, y en fonction de x, eh bien, il faut tout simplement faire disparaître mystérieusement le temps t. Comment faire? Eh bien, on va par exemple exprimer le temps t en fonction de x et ensuite le réinjecter dans cette équation. Ce qui nous donne quoi? Eh bien, x de t égale 3t plus 1, ce qui nous fait x égale 3t plus 1. On sait que c'est x de t, on enlève le t. Donc, x moins 1 égale 3t, autrement dit, t égale x moins 1 divisé par 3. On réinjecte ceci dans l'expression de y, ce qui nous donne y égale 2 fois t au carré, changement de stylo, t au carré, le voici, le voilà, x moins 1 sur 3, le tout. Ce qui nous donne y égale 2 fois x moins 1 au carré divisé par 9. Bon. Ceci est une parabole. Hein. Vous savez qu'une parabole est de la forme y égale à x carré plus bx plus c. Donc la trajectoire est une parabole. Traçons-la rapidement. Donc on prend des points simples. Le point M0, eh bien à t égale 0, on a quoi? On peut le prendre ici. T égale 0, eh bien nous avons y égale 2 neuvièmes fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Donc pour x égale 0, y égale 2 neuvièmes, et puis z égale 0, évidemment. Hein. Ensuite, on prend un point M1. Le coordonnée, ben, x égale 1. Ça fait donc x égale 1, y égale quoi? Ben, 0. 1 moins 1, 0. Et z égale 0. Ben, puis on peut en prendre un troisième, puis un quatrième. Hein. Bon, pour x égale 2, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, 2 moins 1, ça fait 1 au carré, ça fait y égale 2 neuvièmes. Et puis z égale 0. Donc ces 3 points, avec ces 3 points, on va tracer le début de cette parabole. Donc pour x égale 0, y égale 2 neuvièmes, ce qui fait 2 neuvièmes, ça fait à peu près 2 divisé par 9. Hein, 2 neuvièmes, c'est environ ici. Donc voilà le premier point M0. Ensuite, le point M1, ça nous donne 1, x égale 1, y égale 0. Donc, et z égale 0 toujours. Voilà le deuxième point. Ensuite, troisième point, x égale 2, ça fait y à nouveau 2 neuvièmes. On retrouve la valeur de neuvième ici, etc., etc. Bon, la parabole va avoir cette allure-là. Voici pour la trajectoire de ce point M dans le repère cartésien au x, y, z. Dans cet exercice 4, quelques petits rappels. Donc, d'abord, l'équation cartésienne d'un cercle de centre O1 et de coordonnées x égale a, y égale b, dans le plan x, o, y, est x moins a au carré, plus y moins b au carré, égale r au carré, avec petit r, rayon de la trajectoire. Cosinus carré a plus sinus carré a égale 1. Voilà une formule de trigo qu'on utilise assez fréquemment. Donc, on vous demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire dans un plan qu'on déterminera, connaissant les équations horaires des coordonnées du point M que voici. De quel type de trajectoire s'agit-il? Et tracer son allure
en prenant la valeur de A égale 2 et la valeur de grand C égale 1. Bien, dans un premier temps, on va se demander où se trouve la trajectoire, dans quel plan se trouve la trajectoire de ce point M, dont voici les équations horaires. On voit que tous les points M ont pour coordonnées Z égale 1. Autrement dit, tous les points M vont se trouver dans le plan d'équation Z égale 1. Tout simplement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on connaît cette formule trigonométrique. Or, ici, x de t, c'est égal à quoi? Eh bien, a fois cosinus d'un angle θ qui varie au cours du temps. Et y de t, c'est égal à a fois sinus, toujours de ce même angle, θ, qui varie au cours du temps, plus grand C. Bon. On se demande, par conséquent, s'il ne serait pas bien, pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire y égale f de x, eh bien de faire apparaître des cosinus carrés, des sinus carrés. En effet, ça nous permettrait d'éliminer le temps, et ça, pour trouver l'équation cartésienne d'une trajectoire, il faut éliminer le temps dans les équations horaires. On y va. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette première équation? Eh bien tout simplement que cosinus θ, qui varie au cours du temps, je m'affranchis qui varie au cours du temps, égale x sur a. Et nous avons ici de ce côté-là, y moins c égale a fois sinus θ. Autrement dit, y moins c sur a égale sinus θ. Il ne reste plus qu'à élever ce terme et ce terme au carré, ce qui nous donne donc cosinus carré, ça fait x sur a au carré, plus sinus carré, plus y moins c sur a au carré, qui est égal à 1, d'après cette formule trigonométrique. Autrement dit, x carré sur a carré, plus y moins c carré sur a carré égale 1, x carré plus y moins c au carré égale a au carré. Eh bien, ceci c'est de la forme x moins petit a au carré plus y moins petit b au carré qui est égal à r au carré, avec petit a égale 0 et petit b égale grand C. Ceci, c'est donc l'équation d'un cercle de centre O1 tel que x égale 0 et y égale c. Nous allons maintenant tracer ce cercle. L'équation cartésienne étant la suivante, avec a égale 2, c égale 1, c'est écrit dans les données, eh bien, le centre du cercle a pour coordonnées x égale 0 et y égale c, c'est-à-dire 1. On peut tout de suite mettre ce point O1 qui serait le centre du cercle. Le point O étant ici. On va déterminer 4 points. Premier point, M1, on se place dans le cas où x égale 0. Si x égale 0, à ce moment-là, on a y moins c au carré qui est égal à a au carré. Et là, deux possibilités peuvent se présenter à nous. C'est pour ça qu'on a 2 points. Première possibilité, eh bien, y moins c égale moins a, ce qui fait que y moins c au carré, ça fait a au carré égale a au carré. Hein. Autrement dit, y égale moins a plus c, ce qui nous fait moins a moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ou y moins c égale a. Autrement dit, y égale a plus c, 2 plus 1, 3. Y égale 3. Voilà les 2 premiers points que je vais mettre tout de suite sur mon plan x, o, y, puisque nous savons que la trajectoire de ce point M est inscrite dans le plan d'équation z égale 1. Bien. Donc donc premier point, x égale 0, y égale moins 1. X égale 0, y égale moins 1. Voilà le premier point. Le point M2, x égale 0, y égale 3. 1, 2, 3. Voilà le point M2. De la même façon, 2 autres points.
M2, M3, voilà le point M3. On va prendre dans le cas où Y égale C, c'est plus simple. Si Y égale C, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Y moins C au carré va être nul. Autrement dit, X carré va être égal à A carré. Là, à nouveau, deux possibilités. Soit X égale moins A, c'est-à-dire moins 2, soit, eh bien, deuxième possibilité pour Y égale C, X égale A. X égale A égale 2. Donc, pour Y égale C, c'est-à-dire égal à 1, eh bien, à ce moment-là, on a quoi? On a soit A égale 2, 1, 2. Voilà le point M4, pardon, ça c'est le point 4. Et pour Y égale C, on a aussi X qui vaut moins 2, c'est la deuxième possibilité, moins 1, moins 2. Voilà le point M3. Et voilà, on trace maintenant le cercle de centre O1 et de rayon. Et bien de rayon, qu'est-ce qu'il vaut le rayon? Il vaut grand A. R égale grand A. Un point mobile se déplace sur une courbe d'équation en coordonnées polaires, R égale L fois θ, avec θ égale B fois T au carré. L et B sont constants. Tracez l'allure de la trajectoire et donnez les unités de grand L et petit b. Allez, une petite mise en bouche. On va tracer la trajectoire dans le cas de cet exercice trajectoire spirale. On imagine que c'est une spirale, hein, d'accord? À t égale 0, petit r est égal à quoi? T égale 0, θ est égal à 0, évidemment. L'angle est nul et r vaut 0. Autrement dit, le vecteur OM égale vecteur nul. Voilà où se trouve le point M0. Ensuite, au bout d'une seconde, eh bien, θ est égal à B. Hein, B fois 1 au carré, ça fait B. Donc, R égale grand L fois petit b. Donc, L fois θ. Alors, θ, on va prendre un angle θ quelconque. Hein. Donc, voilà où va se trouver le point M, cette distance étant égale à L fois B. Le vecteur OM étant égal à R fois U de R. Au bout de 2 secondes, donc, évidemment, θ vaut à ce moment-là 2 au carré 4b. Et R est égal à L fois θ, c'est-à-dire L fois 4b. Autrement dit, R est 4 fois plus grand au bout de 2 secondes. Donc là, on a LB. Ici, on avait l'angle petit b. Maintenant, l'angle θ vaut 4 fois l'angle petit b. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4 par là. Et puis, la longueur est 4 fois plus grande, ce qui nous fait le point M qui sera à peu près par là. Hein. Autrement dit, quelle est l'allure de la trajectoire? Eh bien, ce sera évidemment ce qu'on appelle une trajectoire spirale. L'unité maintenant de grand L, eh bien R est égal à grand L fois θ. θ est sans dimension physique, des mètres ici, donc l'unité de L, évidemment, c'est en mètres. Quelle est l'unité de B? θ sans dimension physique, B fois t carré, évidemment en seconde au carré, ce qui me donne donc B en seconde moins 2, hein, puisque seconde moins 2 fois seconde au carré, ça donnera quelque chose sans unité, comme θ. Un point M se déplace dans le repère cartésien OX, Y, Z selon les équations horaires cartésiennes suivantes. A et oméga sont des constantes. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Hein. Montrez que la trajectoire de M est contenue dans un plan passant par O et donnez son équation cartésienne. Voici quelques rappels que vous lirez avant de réaliser cet exercice. Bien, on n'oublie pas le S, évidemment, à formule trigonométrique. Et voici la réponse pour ceux qui auraient trouvé, ils peuvent directement vérifier leurs résultats.
Bien, on se propose donc de trouver une relation entre z, y et x, puisque cette relation correspond à un système de points qui est contenu dans un plan. Ça doit être de la forme ax plus by plus cz égale d. Et comme ce plan passe par le point O, eh bien, on doit trouver égal à 0. Hein. Si x égale 0, y égale 0, z égale 0, on retrouve bien 0. Donc, à nous d'exprimer maintenant x, y et z et de trouver une équation correspondant à cette équation cartésienne. On voit que x de t, c'est a fois sinus oméga t. Et puis ici, on a z et y de la forme sinus de a plus b. Donc, on va essayer de se servir de cette formule trigonométrique pour pouvoir exprimer eh bien, ces trois coordonnées de cette manière-là. On y va. Z de t. On commence par z de t, tout seigneur, tout honneur. Z de t est égal à quoi? A fois sinus, alors attention, crochet. Sinus de a plus b, ça fait quoi? Eh bien, ça fait sinus a cosinus b, donc sinus oméga t fois cosinus b, ben, cosinus de 2π sur 3, plus cosinus a, c'est-à-dire cosinus oméga t, fois sinus b, sinus de 2π sur 3. De la même manière, donc je ferme le crochet, de la même manière que vos y de t. Ben, y de t, c'est égal à a fois crochet sinus oméga t fois cosinus π sur 3 plus cosinus oméga t fois sinus π sur 3. Un petit cercle trigo s'impose. Le π sur 3, ça fait quoi? Eh bien, vous savez que π, c'est 180 degrés. Π sur 3, et le voilà. Et puis, 2π sur 3, et bien le voilà. On voit que π sur 3 et 2π sur 3 ont la même valeur de sinus. Donc, sinus de π sur 3, sinus, je vous rappelle, c'est quoi? Eh bien, c'est ce segment sur le rayon. Sinus de π sur 3 égale sinus de 2π sur 3 égale racine de 3 sur 2. Autre chose, le cosinus, eh bien, cosinus de π sur 3, c'est égal à 1,5. C'est ce segment qui fait la moitié du rayon du cercle. Donc, c'est égal à 1,5. Et cosinus de 2π sur 3, eh bien, ça fait moins 1,5. Voilà. Bon, on va pouvoir donc simplifier nos deux expressions. Z de t égale a fois quoi? Sinus oméga t cosinus de 2π sur 3, c'est-à-dire moins sinus oméga t sur 2, ou moins sinus oméga t fois 1,5, hein. Plus cosinus oméga t sinus de 2π sur 3, eh bien ça fait plus cosinus oméga t fois racine de 3 sur 2. Et de la même manière que vaut maintenant y de t, je vais le mettre ici, en tout petit tout mignon, y de t égale quoi? A fois sinus oméga t fois cosinus de π sur 3, c'est-à-dire fois 1,5, plus cos oméga t fois sinus de π sur 3, c'est-à-dire quoi? Racine de 3 sur 2. Bien. Pour retrouver x de t qui est a fois sinus oméga t, il faut enlever les termes en cosinus oméga t. Et quelle est l'idée lumineuse qui nous vient? Eh bien, admettons que je fasse z de t moins y de t, z de t moins y de t, on va éliminer les cosinus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ou, inversement, hein, si je fais y de t moins z de t, on va également enlever les termes en cosinus. Je m'y emploie. Tiens, je vais me faire y de t moins z de t. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide, c'est moi le boss. Moins z de t égale, eh bien, on met le terme a, facteur de quoi? Ceci moins ceci, eh bien ça fait ça moins moins, ça fait plus, donc ça fait 2 fois le même terme. Donc 2 fois sinus oméga t fois 1,5.
Et puis ça moins ça, ça se simplifie. Et voilà, y de t moins z de t. Y de t moins z de t est donc égal à quoi? Eh bien, est égal à a fois sinus oméga t. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est x de t. Donc, l'équation cartésienne de la trajectoire, pourquoi? On va tout mettre sous le même côté. Donc, ça fait x plus z moins y égale 0. Eh bien, voilà l'équation cartésienne de la trajectoire d'un point M contenue dans un plan qui passe par le point O. Coordonnées cylindriques. Le système de coordonnées cylindriques est utilisé le plus souvent dans le cadre du déplacement d'un point M sur un cylindre ou sur un cercle en cinématique. Soit un point M qui se projette en H dans le plan XOY. Voici le point M, voici sa projection sur le plan XOY. À ce moment-là, OH est égal à petit r. L'angle entre OX et OH est égal à θ. Attention, θ va être orienté dans le sens trigonométrique direct, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Définissons maintenant la base cylindrique. Le vecteur UR est tel que vecteur OH égale R fois vecteur U de R. Ce vecteur U de R est appelé vecteur unitaire radial. Le vecteur orthoradial U de θ s'obtient par rotation de plus pi sur 2 de U de R. Donc voici U de R et U de θ. Il faut faire une rotation de plus pi sur 2 autour de l'axe OZ. Le vecteur UZ est le même que celui de la base cartésienne. UR, Uθ, UZ, qui forment un trièdre direct, correspond donc à la base cylindrique. Dans cette base cylindrique, que vaut le vecteur OM? À vous de jouer. Eh bien, vous l'aviez trouvé, le vecteur position OM est égal à R fois U de R plus Z fois U de Z. R fois U de R représente ce vecteur, Z fois U de Z représenterait ce vecteur. R et Z sont exprimés en mètres puisqu'il s'agit du vecteur position. R et Z sont les composantes du vecteur position dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z. Ne confondez pas les composantes et les coordonnées cylindriques qui sont différentes. Dans le cas particulier où Z égale 0, les coordonnées cylindriques se limitent aux coordonnées polaires Rθ du plan XOY. Attention, θ est toujours pris positif dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et U de θ se déduit de U de R par rotation de plus pi sur 2. La base, évidemment, est orthonormée, c'est-à-dire que les deux vecteurs de cette base sont orthogonaux et leur norme est égale à 1. Un quoi? Un rien, pas d'unité. Dans la base polaire, UR, Uθ, qui dépend de la position du point M, le vecteur OM s'écrit à vous de jouer. Eh bien, vous l'avez trouvé, le vecteur OM est égal à R fois U de R. Petit r étant ici la distance entre le point O et le point M. R est appelée la composante du vecteur position dans la base polaire. Exprimer les vecteurs unitaires U de R, U de θ de la base polaire
dans la base cartésienne, notez E de x, E de y, hein, pour changer un peu la notation U de x, U de y. Voici représenté sur ce schéma la base polaire U de R, U de θ, et la base cartésienne E de x, E de y. À vous de jouer. Cherchons à exprimer la base polaire U de R, U de θ en fonction de la base cartésienne E de x et E de y. Bien. Dans la base polaire, un point M est exprimé de la façon suivante. Donc vecteur OM, vecteur position, égale quoi? Eh bien, R fois U de R. Commençons par U de R. U de R égale quoi? Eh bien, U de R, il y a deux coordonnées, comme tout vecteur, dans cette base cartésienne E de x, E de y. Je vais appeler la première coordonnée UR de x, fois, eh bien, E de x pour le vecteur unitaire, plus UR de y, fois E de y. U de Rx et U de Ry sont les deux coordonnées du vecteur U de R dans la base E de x, E de y. À nous de le trouver. Bon. Alors, on voit l'angle θ ici. Petit rappel, on sait que le cosinus θ est égal à quoi? Eh bien, est égal à ce segment, le côté adjacent à l'angle, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire ce segment. Ce segment, que vaut-il? Eh bien, c'est justement URX, la coordonnée du vecteur UR sur l'axe OX ici. Donc, cosinus θ égale URX sur l'hypoténuse qui vaut quoi? Eh bien, norme de U de R. C'est-à-dire URX divisé par norme du vecteur U de R. La norme d'un vecteur unitaire, c'est 1. Sinon, on n'appellera pas ça un vecteur unitaire. Que vaut maintenant sinus θ? Sinus θ, c'est le côté opposé à l'angle. Et bien, qu'est-ce que c'est que le côté opposé à l'angle? C'est justement ce segment. Et ce segment, c'est quoi? C'est la projection de U de R sur l'axe des Y. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est URY. Coordonnées du vecteur UR sur l'axe OY. Donc, sinus θ égale quoi? Eh bien, URY divisé par la norme ici de l'hypoténuse, c'est-à-dire norme de U de R, ça fait U de RY divisé par 1. Conclusion, que vaut le vecteur U de R? Eh bien, il est égal à URX qui vaut quoi? Eh bien, cosinus θ, 1 fois cosinus θ, c'est-à-dire cosinus θ fois E de x, plus quoi? URY qui est égal à quoi? Sinus θ, plus sinus θ de E de y. On pourrait donner les coordonnées du vecteur UR dans cette base cartésienne aussi sous la forme suivante. URX égale cos θ, URY égale sinus θ. Bien. Passons maintenant au vecteur U de θ, l'autre vecteur de cette base polaire. Eh bien, de la même façon, il va avoir deux coordonnées. Donc U de θ va être égal à quoi? Ben, sa coordonnée sur l'axe des x qu'on va appeler Uθx fois le vecteur unitaire E de x plus Uθ de y fois le vecteur unitaire E de y. Attention cette fois-ci. L'angle entre Uθ et l'axe horizontal, c'est celui-ci. Cet angle-là ne vaut plus θ, mais il vaut θ plus quoi? Plus pi sur 2, puisque U de R, U de θ est une base orthonormée, orthogonale, et dont la norme de chaque vecteur unitaire vaut 1. Donc, cet angle-là vaut θ plus pi sur 2. Si on projette ce vecteur U de θ sur l'axe horizontal, eh bien on a quoi? Uθx, ce segment est égal à la coordonnée sur l'axe des x de Uθ. Et ici, nous avons
U θ y, coordonnées θ sur x et y. Cosinus de cet angle, cosinus de θ plus pi sur 2, égale, eh bien, côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire U θx, sur, eh bien, hypoténuse, c'est-à-dire norme de U θ. Norme de U θ égale à 1, puisque U θ est un vecteur unitaire. De la même manière, si on veut U θ y, eh bien, c'est quoi? C'est le sinus, ici, de θ plus pi sur 2 qui va nous donner sinus de θ plus pi sur 2 égale, côté opposé à l'angle, le voici, U θ y, sur norme de U θ qui vaut 1. Voilà. Reportons maintenant ces deux valeurs dans l'expression de U θ. U θ est donc égal à U θ x, c'est-à-dire cosinus θ plus pi sur 2 fois e de x, plus sinus θ plus pi sur 2 fois e de y. Alors, un petit rappel trigonométrique, quand vous avez un angle θ comme ceci, et l'angle θ plus pi sur 2, que vaut cosinus de θ plus pi sur 2? Eh bien, cosinus de θ plus pi sur 2, on voit que c'est ces segments-là. Ce segment-là est égal à quoi? Eh bien, moins sinus θ. Et de la même manière, que peut-on dire de sinus θ plus pi sur 2? Sinus de θ plus pi sur 2, c'est égal à ce segment donc sur l'hypoténuse, évidemment. Et ce segment sur l'hypoténuse égale ce segment sur l'hypoténuse. Autrement dit, sinus de θ plus pi sur 2 égale cos θ. Ce qui va nous permettre d'exprimer U de θ. Tadadam, cosinus θ plus pi sur 2 moins sinus θ fois e de x, plus sinus θ plus pi sur 2 plus cosinus θ e de y. Voilà les deux expressions de la base polaire dans la base cartésienne. Exprimer les vecteurs unitaires U de R, U de θ de la base polaire dans la base cartésienne notée E de X, E de Y, pour changer un peu la notation U de X, U de Y. Voici représenté sur ce schéma la base polaire U de R, U de θ et la base cartésienne E de X, E de Y. À vous de jouer. Coordonnées polaires en fonction des coordonnées cartésiennes. Donc les coordonnées polaires sont définies par ces deux vecteurs U de R, U de θ et de l'angle θ entre l'axe OX et l'axe orienté par U de R. Tout simplement, U de R égale norme de U de R fois cosinus θ fois E de X, plus ceci, qui est égal à norme de U de R, fois sinus, c'est-à-dire côté opposé à l'angle, sinus θ, fois E de Y. Il s'agit de vecteurs unitaires, donc norme de U de R est égale à 1. Autrement dit, U de R s'exprime de cette façon suivante dans la base E de X, E de Y, cosinus θ, E de X, plus sinus θ, E de Y. Le cri du jour, Ichu! Alors, pour U de θ dans la base E de X, E de Y, donc en coordonnées cartésiennes, attention à U de θ, il va y avoir un petit signe moins là peut-être. U de θ égale, alors projection d'abord sur l'axe des X, et bien ceci, donc là on a θ, donc ici on a θ plus pi sur 2. Autrement dit, U de θ égale, bon, norme de U de θ qui est égale à 1, fois le
Donc ici c'est le côté opposé à θ plus pi sur 2 avec un signe moins parce qu'on est orienté dans ce sens-là. Donc ça nous fait moins sinus θ plus pi sur 2 fois e de x. Et puis sur l'axe des y, eh ben, on a directement cosinus de θ plus pi sur 2. Donc plus cosinus de θ plus pi sur 2 fois e de y. On va voir comment ça simplifie. Passons maintenant à l'expression de u de θ. Ici on a l'angle θ, donc ici on a l'angle θ plus pi sur 2. Alors d'abord la projection sur l'axe des x. Donc ça nous donne norme de u de θ égale 1 fois quoi? Eh bien fois cosinus de θ plus pi sur 2 fois e de x. Et puis plus sinus de θ plus pi sur 2 fois e de y. Alors que vaut cosinus de θ plus pi sur 2? Si on a ici θ, voilà θ plus pi sur 2, le cosinus de θ plus pi sur 2 c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement moins le sinus θ. Donc u de θ égale moins sinus θ e de x. Et sinus de θ plus pi sur 2, voilà θ plus pi sur 2, le sinus de θ plus pi sur 2, le voilà. Ben, sinus de θ plus pi sur 2, c'est égal à cosinus θ. Donc plus cosinus θ. E de y. Voilà u de r et u de θ exprimés dans la base EX, EY. Trajectoire elliptique d'une comète. Je vous laisse lire l'énoncé. Ensuite, vous exprimerez le vecteur position OM dans la base polaire. Puis, vous dessinerez le vecteur vitesse au point P. Et enfin, l'allure de la trajectoire en prenant comme valeur petit p égale 2 et petit e égale 0,5 pour les deux paramètres de cette ellipse. Bien, on va tracer la trajectoire d'un point M dont les coordonnées polaires sont les suivantes. La coordonnée polaire est la suivante. Petit r égale P sur 1 plus E cosinus θ. Vous reconnaissez une ellipse, donc le point M va décrire une ellipse. C'est le cas, par exemple, des comètes ou de certaines planètes autour du Soleil. Bien, pratiquement la totalité des planètes d'ailleurs. Alors, on sait que dans la base polaire, le vecteur OM, vecteur position, est égal à R fois le vecteur unitaire U de R. On va prendre la première valeur de θ, qui vaut 0, et déterminer la valeur de petit r. Et bien pour θ égale 0, petit r est égal à petit p sur 1 plus E, qu'on appelle excentricité de l'ellipse, fois cosinus eh bien, de 0. Et bien qui vaut quoi cosinus de 0? Ça vaut 1. Cosinus de 0. Ce qui nous fait P sur 1 plus E. C'est la valeur minimale de R puisque le dénominateur a sa valeur maximale. Faisons le calcul de cette valeur minimale de R. R min est égal à 2 sur 1 plus 1 demi, puisque E égale 1 demi et P égale 2, ce qui nous donne 2 sur 3 demi, ce qui nous fait 4 tiers. Évidemment, c'est une distance dont l'unité légale est le mètre, je vous rappelle. Alors, on va placer ce point M. Ce point M, il est confondu avec le point P, qu'on appelle le périgée. C'est la distance la plus petite par rapport au point O, centre du repère cartésien E de X, E de Y. 4 tiers, donc voilà, 1 plus 1 tiers, ça nous fait, voici le point P. Au passage, on va mettre le vecteur vitesse du point P, c'est égal à Vp fois U de Y. Et bien, comme Vp est positif, ça veut dire que la vitesse est orientée comme ceci. Donc, le point M va décrire cette trajectoire dans ce sens-là. Voici le vecteur vitesse Vp. Évidemment, que vaut le vecteur vitesse OM? Eh bien, le vecteur position OM, pardon, il est ici. Le vecteur OM vaut R
min fois U de R dans ce cas-là. Donc ce vecteur OM égale R min fois le vecteur U de R. On peut noter le vecteur U de R ici et le vecteur U de θ ici. U de R, U de θ étant la base polaire. Et puis on va peut-être maintenant enchaîner. Hein. Donc une fois qu'on a la valeur de R min, qu'est-ce qui nous vient comme idée? R max bien sûr. Pour R max, comment on va faire? Eh ben, on va essayer de faire en sorte que ce dénominateur soit le plus petit possible. Ça marche pourquoi? Ben, pour θ égale quoi? Pi. Parce que θ égale pi, ça fait moins 1. Donc à ce moment-là, on aura pour θ égale pi, eh bien petit r égale p sur 1 plus e fois cosinus pi. Autrement dit, p sur 1 plus e fois moins 1, c'est-à-dire moins e. Application numérique, pour cette valeur de R max égale 2 sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 2 sur 1 demi, c'est-à-dire 4. Donc le vecteur OM vaudra à ce moment-là quoi? Eh bien, il se nommera déjà le vecteur OA parce que A correspondra à l'apogée, c'est-à-dire la distance maximale par rapport au point O, c'est-à-dire R max fois U de R. 4, on y va? Alors ça c'est 1, 2, 3, 4. Et voilà l'apogée. Périgée, apogée. Bon, on va prendre deux autres valeurs. On va prendre les valeurs θ égale pi sur 2 ou θ égale moins pi sur 2. Alors au passage, attention, hein, l'angle θ égale 0, voilà, et ça c'était l'angle θ égale pi, hein, évidemment. Avec ici, à nouveau, U de R et U de R et U de θ. Bien, ensuite donc, pour θ égale pi sur 2, à ce moment-là, R est égal à quoi? R égale ou θ égale moins pi sur 2, ça revient au même. Hein. R égale P sur 1 plus E fois cosinus θ. Donc cosinus de pi sur 2 ou cosinus de moins pi sur 2, dans les deux cas, ça vaut 0. Donc ce terme-là se simplifie, ça nous donne donc R égale P, c'est-à-dire R égale 2. Donc pour θ égale pi sur 2, eh bien on a le rayon qui vaut 2, donc 1, 2. Voilà le point en position M1, hein, on va l'appeler le point M1. Et puis le point M2, pour θ égale moins pi sur 2 ici, on aura également 1, 2. Voilà le point M2. Il ne nous reste plus qu'à tracer la trajectoire elliptique donc, de cette comète, ou de ce satellite, ou de cette planète. Attention, c'est pas facile à tracer une trajectoire elliptique. Faut vous entraîner. Voilà. Voilà. Bon. Voilà pour cette trajectoire. À vous, vous aurez sans doute beaucoup plus de facilité que moi à tracer cette trajectoire. Alors, autres remarques, attention, le point O n'est pas le centre de l'ellipse, pas du tout. Hein. Et autre remarque, U de R, U de θ, la base polaire, n'est pas tangente à la trajectoire en chaque instant. Bien alors en bonus, parce que vous m'êtes extrêmement sympathique, eh bien regardez, tiens, on va se prendre un point M quelconque, je vais l'appeler M3 là. Traçons le vecteur OM3. Eh bien ce vecteur OM3, il est égal à R fois U de R. U de R sera comme ceci, évidemment, et U de θ comme ceci. Alors, on voit bien que U de θ n'est absolument pas tangent à la trajectoire en cet instant T3 où le point M se trouve en M3. Les coordonnées sphériques.
On utilise le plus souvent les coordonnées sphériques pour les mouvements sur une sphère. Et évidemment, les coordonnées sphériques sont r, qui est la distance, θ et φ, qui sont deux angles. Donc r est bien la distance entre O et M, telle que nous la voyons sur ce schéma. OM égale petit r positif. Θ est l'angle entre OZ, l'axe OZ, et le vecteur OM, orienté donc de OZ vers OM, avec θ compris entre 0 et π, c'est-à-dire entre 0 degré et puis 180 degrés. Φ est l'angle entre l'axe OX et le vecteur OH, avec φ élément de 0 à 2π, c'est-à-dire φ compris entre 0 et 360 degrés. Voici l'angle φ, donc orienté entre OX et OH, H étant le projeté du point M sur le plan XOY. La base sphérique est U de R, Uθ, Uφ. U de R est orienté de O vers M, donc dans ce sens-là, de O vers M. Nous avons également le vecteur U de θ, qui est perpendiculaire au vecteur U de R et qui est dans le plan OHM. Voici Uθ. Uθ est orienté dans le sens des θ croissants, donc dans ce sens-là. Nous avons également le vecteur U de φ. U de φ est dans le plan XOY et il est orienté dans le sens des φ croissants, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pour ces trois vecteurs unitaires. Maintenant, une petite question. Dans la base sphérique, le vecteur position OM vaut quoi? Ah! Eh bien, le vecteur OM est égal à R fois U de R, R étant évidemment positif, puisque le vecteur OM est orienté dans le même sens que le vecteur U de R. Ces deux vecteurs OM et U de R sont collinéaires et de même sens. Alors, comment on arrive à faire un repère orthonormé direct? Il suffit d'avoir une main droite avec trois doigts. Donc, U de R, premier vecteur, U de θ perpendiculaire à U de R, et U de φ perpendiculaire à U de θ. Voici pour cette base orthonormée directe. Un petit exercice, exprimer le vecteur position OM dans la base sphérique, puis dans la base cartésienne en fonction des coordonnées sphériques R, θ et φ. Voici donc les vecteurs unitaires E de x, E de y, E de z de la base cartésienne et les vecteurs unitaires U de R, U de θ, U de φ de la base sphérique. Exprimons le vecteur OM. Alors le vecteur OM, on veut l'exprimer dans la base U de R, U de θ, U de φ. U de R, U de θ, U de φ. Qui est ici un repère qu'on appelle un repère sphérique. Donc OM est tout simplement égal à quoi? À R fois U de R plus 0 fois U de θ plus 0 fois U de φ. Donc voilà le vecteur OM exprimé dans cette base-là. Maintenant, on va essayer de l'exprimer dans le repère cartésien. Et là, c'est pas piqué des hannetons. Alors, attention à l'orientation des angles. Θ donc est l'angle entre OZ et l'axe orienté par U de R. Donc voilà l'angle θ. L'angle φ, c'est entre OX et la droite qui serait la projection de petit r sur le plan OXY. Projection de petit r que j'ai mis ici. Donc voilà φ et θ. Alors première chose, que vaut cette distance ici? Eh bien là on a θ, on a r, on a un angle 3. Autrement dit, cette valeur-là, c'est quoi? C'est tout simplement r fois sinus θ. Donc cette valeur-là, cette longueur est égale à r sinus θ. Pour avoir la composante du vecteur OM sur l'axe des x, eh bien il faut projeter cette distance sur l'axe OX. Donc on fait une projection ici. Voilà. Alors cette projection ici, cette longueur est égale à quoi? Tout simplement à r sinus θ
fois le côté, donc ça correspond au côté opposé adjacent à l'angle, c'est-à-dire R sinus θ fois cosinus phi. Autrement dit, le vecteur OM, c'est égal pour sa première composante à R sinus θ cosinus phi fois E de x. Pour la composante sur l'axe des y, eh bien, cette composante est égale à cette distance. À quoi correspond cette distance? Eh bien, elle correspond à cette distance, c'est-à-dire R sinus θ sinus phi, puisque c'est le côté opposé à l'angle. Donc, on a plus R sinus θ sinus phi E de y. Voilà pour la seconde composante. Seconde composante, ou plutôt seconde coordonnée. Bien. Il nous reste quoi? Il ne nous reste plus que la composante sur l'axe des z, ou la coordonnée sur l'axe des z. Alors là, c'est la plus simple. Hein. On voit qu'il s'agit de cette distance-là. Or, cette distance-là, c'est tout simplement égal à petit r cos θ. Donc, cette distance-là, c'est petit r cos θ. Donc, plus petit r cos θ E de z. J'ai réécrit par conséquent les trois coordonnées ici. Au passage, on vérifie que c'est homogène. OM, c'est une distance, donc en mètres. Ici, c'est des mètres sans unité, des mètres sans unité, des mètres et sans unité. Donc l'expression est bien homogène. Voilà les trois coordonnées du vecteur OM dans la base EX, EY, EZ, coordonnées cartésiennes.